Maintenant, prochaine intervention, la députée de Gaspé, pour une durée de 7 minutes. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur le ministre, et salutations à toutes les équipes. J'aimerais revenir, même si ça a été abordé par mon collègue, il y a un enjeu sur lequel on a beaucoup discuté à l'Assemblée nationale. Il y a eu une motion, d'ailleurs, d'adopter à l'unanimité par ma collègue de Joliette, suite à la mort, justement, de Joyce Echaquan, qui nous a beaucoup secoués au Québec. Et on s'était engagé à aller de l'avant avec le principe de sécurisation culturelle, de l'implanter. On a eu, je crois, plusieurs occasions de le faire dans différents projets de loi avec des papillons, donc ça s'est fait assez fréquemment dans cette présente législature. C'est une recommandation du rapport vient, ça a été abondamment discuté. Pourquoi on n'est pas allé de l'avant? Pourquoi on a renoncé à cet engagement-là, en fait? Peut-être réitérer qu'on n'a pas renoncé, bien au contraire, notre collègue responsable du dossier multiplie. Et le mot multiplier est bien à propos, les rencontres avec les différentes nations et communautés autochtones, le souhait de faire les choses correctement. Ça ne peut pas être un papillon adopté à la dernière minute à travers l'étude d'un projet de loi qui souvent porte sur une toute autre chose. Donc, le collègue, avec les représentants des communautés, veulent s'assurer que les choses soient faites correctement. C'est un engagement pour nous qui est ferme. Ça a été réitéré encore au cours des derniers jours. Donc, oui, c'est un concept qui sera intégré dans la législation éventuellement. Il faut le faire correctement et il faut savoir comment le faire atterrir. On parlait de la réglementation tout à l'heure. Souvent, on peut avoir un projet de loi, mais c'est la réglementation qui vient définir son application. Donc, ce sont des questions qui sont réfléchies actuellement, mais avec l'assurance et la volonté du gouvernement de procéder avec cet élément important. Madame la députée? Oui, je vais vouloir que ça aille peut-être un peu plus rondement. Vous savez, j'ai 7 minutes. Les communautés autochtones ont quand même été assez claires que leur volonté, c'est d'aller le plus rapidement possible. On a encore des cas assez fréquents là, d'histoires. Bon, on peut juger si c'est des actes racistes ou non, mais je peux vous donner un exemple, par exemple, d'un enfant de 2 ans qui a été refusé ou renvoyé à la maison 5 fois malgré une tumeur. Il a dû se déplacer à 1000 km pour finalement avoir un vrai diagnostic et qu'on la prenne en charge. Finalement, c'est une tumeur vasculaire complexe qui est en train de faire des gros ravages sur son corps. Est-ce qu'on considère ici qu'on était devant... Est-ce qu'elle a été victime de racisme? Est-ce que vous êtes penché sur ce dossier-là? Je ne pourrais pas juger un cas en particulier, mais peut-être juste mentionner, c'est des données qui sont tout de même probantes. On le dit, la sécurisation culturelle, ce sera confirmé là, de façon formelle. Dans ce mandat-ci, avant la fin de la session? Il faudrait laisser terminer. Oui, je sais, mais il faudrait laisser le ministre terminer sa réponse. Il y a du travail qui se fait en date du 22 mars 2022. C'est tout récent, là. Il y a 102 592 employés du réseau de la santé qui ont complété leur formation au niveau de la sensibilisation aux réalités autochtones. On se souvient, ça aussi, c'est un autre engagement. Mon collègue et nous tous, on peut déplorer que la progression n'est pas suffisamment rapide, mais on est à 0 il n'y a pas si longtemps. Donc, il y a un employé sur 3 qui ont complété cette formation. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée? Oui, bien, si on continue justement dans les recommandations, toute l'implantation de différentes mesures, est-ce que le gouvernement du Québec a toujours l'intention de comptabiliser les plaintes selon l'origine ethno-culturelle? Est-ce que ça a été fait? J'aimerais savoir plus. Discussion, il y a eu des réflexions à ce niveau-là. Il y a des pour et des contre. En fait, il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas s'identifier en fonction d'une appartenance à une communauté en particulier. Donc, c'est là où les données ne sont pas toujours aussi probantes que souhaitées, mais oui, il y a des réflexions. Dans le cas de la pandémie, je le mentionnais d'entrée de jeu, là, je pense à la première question du collègue. On a vraiment voulu, à travers nos collègues à la santé, cibler des communautés qui étaient davantage réfractaires, par exemple, à la vaccination. Donc, tous les efforts ont été mis en multipliant les approches, souvent dans des langues multiples, pour rejoindre justement le plus de gens. Donc, même si les données ne sont pas toujours recueillies selon l'appartenance à un groupe ethno-culturel, les démarches, elles, visent à ce que
le plus grand nombre possible puisse être interpellé, être informé des démarches là, qui sont conduites par le gouvernement du Québec. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Madame la députée? Oui, merci. Pour revenir rapidement, en fait, sur un projet de loi sur la sécurisation culturelle, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce soit déposé, comme je le demandais tantôt, avant la fin de la session parlementaire? Est-ce qu'il y a un projet de loi en cours d'élaboration? Je ne pourrais pas le confirmer. C'est un dossier là, qui est entre les mains d'un collègue qui a la responsabilité des affaires autochtones. Cependant, pas plus tard que la semaine dernière, il réitérait sa volonté d'aller dans le sens d'une formalisation du concept le plus rapidement possible, mais en prenant soin de bien faire les choses. Oui. J'aurais aimé une réponse un petit peu plus précise, mais je comprends que ce n'est pas votre dossier comme tel. On va aller sur le plan d'action 2020. En fait, ça, je devrais avoir des réponses sur, par exemple, l'ajout des intervenants en services sociaux au corps policier pour faire des équipes mixtes, de patrouilles mixtes. Est-ce qu'on est arrivé à un... Oui, et ça, c'est un dossier là, qui tient à cœur là, à mon collègue de Sainte-Rose et à moi, avec de très, très beaux exemples. On a tous entendu parler de la police de Longueuil. C'est un appui financier important du gouvernement du Québec qui a permis ce travail-là, qui vient revoir le rôle de la police communautaire avec des notions qui peuvent s'apparenter à une forme de patrouille mixte, mais qui met surtout le policier et la policière au cœur de sa communauté. Donc, ça donne des résultats, on le voit. Plusieurs articles de journaux, plusieurs reportages qui en témoignent. Les policiers et policières qui sont intégrés au projet sont les premiers à vanter ces mérites. Donc, une belle... Oui. Bien, en fait, justement, les corps policiers, est-ce qu'ils ont tous reçu la formation dont il était question sur les sensibilités, justement, aux réalités, puis au profilage et tout ça? C'est deux choses différentes. Les corps de police ont la possibilité de soumettre des projets pour financement. Longueuil est un exemple, mais il y a d'autres corps de police qui ont soumis des projets. Mais Longueuil est de loin le cas le plus médiatisé à ce jour, un beau succès. Mais indépendamment de ça, il y a des mandats qui ont été confiés à la Commission des droits de la personne pour que, justement, les policiers, peu importe qu'ils soient de Longueuil ou pas, aient une formation sur les réalités en lien avec l'interpellation policière, en lien avec le profilage. Donc ça, c'est un mandat en bonne et due forme qui a été donné avec financement. Mais il y a aussi une formation qui s'est ajoutée, et ça aussi, c'est effectif, à la demande de notre collègue à l'enseignement supérieur pour que les futurs policiers et policières, dès leur formation académique, aient aussi des notions qui soient intégrées à leur cursus. Et ça, ce n'est pas en lien avec le fait qu'ils soient de Longueuil ou pas, c'est l'ensemble des policiers et policières là, qui vont bénéficier de cette formation-là.